Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de nos podcasts Too Digital to Fail. La 5G, une technologie nouvelle tant attendue dans le monde et au Maroc, sera l'un des principaux sujets que nous allons traiter aujourd'hui. Pourquoi crée-t-elle autant d'engouement? Quel est son apport à cette vitesse de transformation digitale que nous vivons? Et bien d'autres questions seront posées à notre invité d'aujourd'hui, Mohamed Adlani, un expert en transformation digitale. Nous remercions à cette occasion pour avoir accepté notre invitation à cette série de podcasts To Digital to Fail, qui est une série d'échanges avec des entrepreneurs et des experts opérant dans le monde des innovations digitales et technologiques et que nous vous invitons à suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, cher Mohamed, je souhaiterais bien que tu nous parles d'abord de ton parcours. Bien sûr, premièrement, merci pour cette fenêtre pour discuter d'un sujet qui est très important et qui est vraiment en train de façonner les économies du futur et les puissances émergentes dans plusieurs régions, dans plusieurs zones économiques. Et c'est toujours bien d'échanger sur ces sujets, partager les connaissances à travers les expériences et à travers les géographies aussi. Donc merci et rapidement, Mohamed Adlani. Donc je suis un membre actif dans plusieurs transformations digitales, dans plusieurs industries, dans plusieurs géographies. Ça va bientôt faire 20 ans que je suis dans le domaine et j'ai côtoyé plusieurs projets qui ont réussi, des projets qui ont échoué et à chaque fois on essaie d'apprendre et de comprendre. Donc rapidement, mon parcours s'est un petit peu divisé en trois grands compartiments. Je ne vais pas partir sur les 20 ans parce que c'était riche en expérience, mais juste c'était une grande expérience dans le conseil. J'ai été senior manager dans des boîtes de conseil, comme Accenture par exemple, où j'ai eu l'occasion de travailler avec cette compagnie dans deux géographies. La première en France, c'était sur un projet de maintenance pour un grand telco opérateur, pour plusieurs opérateurs dans le même sac. On appelait ça dans le temps un portfolio uni pour plusieurs opérateurs. Et ça, c'est la première partie de mon expérience. La deuxième partie, c'était en architecture d'entreprise où j'ai eu l'occasion de faire le cascading d'une stratégie et de voir les implications sur la transformation digitale, que ce soit côté humain, c'est-à-dire les compétences, le savoir-faire, que ce soit côté organisationnel, comment s'organiser pour justement exécuter une stratégie qui se base sur le digital. La partie process, tout ce qui est processus organisationnel et comment l'organisation peut se focaliser sur les process qui vont vraiment créer de la valeur et qui vont se combiner avec la nouvelle approche digitale. Et enfin, la partie gouvernance qui est très importante et technologie, bien sûr, où on prend la technologie qui est nécessaire pour la transformation digitale, ni plus ni moins. Troisième type d'expérience où, et ça c'était vraiment mes démarrages, j'ai été solution architect, j'ai travaillé sur plusieurs solutions dans plusieurs industries, la télécommunication, éducation, santé, finance. Donc, grosso modo, c'est un petit peu ça. Effectivement, c'est un parcours très riche. Je t'en félicite. Sinon, aujourd'hui, c'est quoi tes missions principales exactement? Aujourd'hui, je suis basé en Arabie Saoudite. Par chance, dès que j'atterris en Arabie Saoudite, quelques mois après, la vision 2030 a été lancée par le prince Mohammed Ben Salman. Il a mis en place une dynamique de changement. Bien sûr, on entend beaucoup de choses par ce changement, mais il a radicalement positionné le digital dans tous les changements qu'il est en train d'opérer. Et je suis actif dans ce marché. Ça va bientôt faire 6 ans. Et aujourd'hui, je suis un conseiller exécutif. J'ai eu la chance de conseiller des gouverneurs, des ministres et des gens exécutifs dans plusieurs secteurs. D'accord. En revenant à ton parcours et plus particulièrement à ton expérience dans le secteur des télécoms, ce secteur a connu plusieurs fois des périodes de crise, de stagnation. Est-ce que ça a beaucoup challengé ton parcours et quels étaient les plus grands challenges que tu as dû surmonter par rapport à ça? Oui, c'est une excellente question. Par rapport à l'industrie du télécom, il faut le dire, et ça, je pense que tous les gens actifs dans le secteur, ils le savent, la télécommunication est une industrie très exigeante.
très exigeante en termes de savoir-faire. C'est-à-dire, il faut toujours être à jour parce que ce qui est valable aujourd'hui n'est pas valable l'année qui vient après. Donc, il faut toujours être à jour. Il y a toujours la gestion de stress parce que il y a une religion qui est partagée partout dans le monde, dans tous les opérateurs télécoms, dans l'industrie de télécommunications. Il y a quelque chose qui s'appelle le time to market, c'est-à-dire le temps que prend un opérateur de prendre une idée, une approche ou un avantage concurrentiel et puis le temps que ça va prendre pour le faire publier vers son public. Ça, c'est très important parce que j'ai vécu des situations, des cas où pour une idée qui est bonne et il y a vraiment un business case derrière, il y a des opérateurs qui commencent la publicité avant même de publier le service. Et ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la guerre commerciale, qui commence même avant la publication du service. Et à la fin, celui qui met son service en ligne, c'est lui qui va prendre la population des clients. Donc c'est un petit peu ça. L'avantage concurrentiel n'est plus l'idée, parce que on est dans un monde connecté, mais c'est la vitesse et l'agilité qu'on met en place pour accélérer la mise en place, c'est-à-dire qu'on capte l'idée rapidement et on la déploie très rapidement vers un service qui sera commercial dans les plus brefs délais. Donc ça, c'est parmi les plus grands challenges du télécommunication. Il y a un autre aspect qui est la gestion multiculturelle, c'est-à-dire que il y a des environnements là où il y a une stabilité géographique, on peut rester dans une géographie ou côtoyer une population bien spécifique. À l'opposé du télécommunication, du premier jour, on doit gérer des équipes qui sont multiculturelles et avec un environnement où le time to market est très important. Il faut vraiment trouver la juste balance entre aller rapidement et ne pas griller ses équipes. Donc ça c'est un petit peu, c'est parmi les plus grands challenges. Sinon, il y a toujours cette partie de joie quand on est sur des projets, on voyait sur la télé des annonces, des publicités sur un service. Nous, en tant que gens qui ont travaillé en arrière-plan, on se disait ça, c'est les nuits blanches qu'on a passées à réaliser ce service avant les autres. Donc c'est un petit peu ça. Oui, et justement, le premier challenge du time to market dont tu avais parlé est le fait que le premier opérateur qui lance a souvent l'avantage d'attirer plus de clientèle. Bah, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé en 2015 au Maroc avec le lancement de la 4G. Je me souviens qu'il y avait une concurrence accrue entre deux opérateurs pour lancer en premier. Et finalement, les deux opérateurs ont lancé à vraiment quelques jours de différence. Mais le troisième opérateur qui ne s'y attendait pas a dû prendre du retard. Du coup, il était contraint d'accélérer pour lancer son offre également et ne pas trop perdre en part de marché. Sinon, Mohamed, comme tu es en Arabie Saoudite et que ton arrivée avait coïncidé, comme tu avais cité, avec le lancement de la stratégie 2030, et aujourd'hui on voit beaucoup de différences entre les pays en matière de transformation digitale des sociétés, qui fait vraiment démarquer d'ailleurs certains pays par rapport à d'autres. Qui se démarque entre le Maroc et l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on est aligné au même niveau d'avancement, notamment en télécommunication et digitalisation? Ou est-ce qu'il y a vraiment des différences qu'il faut noter? Oui, donc ayant l'opportunité de voir les deux marchés de très près et de participer dans plusieurs projets de grande envergure, pour dresser un petit peu le bilan, c'est comme un scoring. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, et je vais essayer au maximum de me soustraire de ma position en tant que Marocain et qui toujours essaie de positionner son pays et ses transformations en avant. Et je vais me soustraire un petit peu de ça et de dresser un petit peu un bilan critique. Donc, en regardant un petit peu les deux pays en termes de type d'économie, on a un pays qui est le Maroc, qui a réussi à diversifier un petit peu ses sources de revenus et qui a un petit peu misé sur les compétences de ses citoyens. Donc, ils sont un petit peu en avance par rapport à l'économie du savoir-faire.
Et ça se traduit par l'attractivité du Maroc pour les investissements. Il y a beaucoup de groupes qui s'installent au Maroc, pas pour les avantages fiscaux et ce qu'on propose, mais aussi, et ça il faut le souligner, c'est principalement par rapport aux compétences et à la main-d'œuvre qualifiée qu'on propose. Donc ça, c'est un côté. Et en parlant du digital, des projets qui présentent des défis très importants côté technologique, côté savoir, c'est-à-dire on peut les réaliser avec une aisance à l'échelle du Maroc, vu l'abondance des compétences qu'on a dans le marché et le haut niveau de qualification. Quand on compare, par exemple, par rapport à un marché qui est l'Arabie Saoudite, c'est un marché qui s'est basé sur un revenu piloté principalement par le revenu du pétrole et où on trouve des grands investissements qui suit un petit peu la volonté politique, mais on est un petit peu dans une entrée qui était un petit peu tardif par rapport à l'économie du savoir-faire. Et là, on trouve que la forte volonté politique en Arabie Saoudite prend le dessus et on trouve qu'il y a beaucoup de moyens pour justement avoir cette compétence. Et quand on revient un petit peu sur le digital, sur un facteur qui est un petit peu déterminant dans le positionnement de beaucoup d'économies, beaucoup de pays, on trouve que côté technologique, on est un petit peu au Maroc en retard, pas parce qu'on n'a pas le savoir ou on n'a pas les moyens, mais on manque de volonté politique. Et ça, c'est très important. Quand on voit qu'un pays qui, dans le budget de l'État, qui dédie 35 milliards de dollars à dépenser dans 14 ans sur l'intelligence artificielle en Arabie Saoudite, on sait que c'est une directive, c'est une volonté politique qui est très importante, mais c'est un investissement qui est traduit par des investissements vers ces objectifs. Et c'est là un petit peu qu'on voit la différence. Est-ce que tu as des exemples par rapport à cette différence? Je donne un exemple qui est très simple, c'est-à-dire le e-gouvernement. C'est un concept qui a démarré au Maroc, ça fait des décennies. Et on était en avance quand on a démarré sur plusieurs sujets, par exemple avoir accès à des services, par exemple ce qu'on a eu récemment comme le e-Watiqa ou des services comme ça. Mais on est toujours confronté à cette volonté politique parce que c'est pas la technologie qui est en retard, mais c'est la volonté politique. À titre d'exemple, si on vous regarde en Arabie Saoudite, aujourd'hui, ils ont une politique de touchless services. C'est-à-dire que tu peux réaliser beaucoup de choses sans se référer à aucune agence et ils ont réussi à mettre en place une application mobile qui s'appelle Abshir. Abshir en Arabie Saoudite veut dire marhaba, you are welcome. Ça veut dire que tout ce que vous demandez, il sera réalisé. Il faut le dire qu'ils ont réussi ce pari, pas en s'appuyant seulement sur la technologie, mais sur la volonté politique. Parce qu'il y a des décisions politiques qui ont éliminé beaucoup de bureaucratie, qui ont forcé les agences gouvernementales à suivre un petit peu les directives. Et chaque année, il y a un événement que tout le monde connaît en Arabie Saoudite qui s'appelle Qiyas. Et Qiyas, c'est un audit qui concerne tous les ministères, toutes les entités gouvernementales et il donne un score à chaque entité. Et ce score-là, il est publié publiquement, d'une part, et il est traité directement par l'Institut royal en Arabie Saoudite. Et il y a toujours des comptes à rendre quant au digital. Et à chaque fois, toutes les agences, tous les ministères, quand ils demandent plus de budget, ils sont toujours pénalisés par le score de cet audit. Donc c'est un petit peu ça pour peut-être qu'on va rentrer un petit peu dans les détails, mais ça c'est un petit peu le climat pour dresser un petit peu les deux schémas, ce qui se passe au Maroc par rapport à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Justement, c'est intéressant d'avoir ce genre d'insight et de savoir ce qui se passe en Arabie Saoudite comme dans d'autres pays. Et comme tu l'as bien cité, c'est une question de volonté politique. Et la volonté politique, en tout cas, on la mesure, nous, à travers deux signaux principaux. Comme tu as dit, d'abord, d'avoir un cap, d'avoir une stratégie de transformation digitale de la société qui soit claire. Et ensuite, bien évidemment, à travers un investissement, donc un budget pour mettre en œuvre cette stratégie avec des KPIs de mesure
Par exemple, quand tu as parlé de l'exemple de Ries, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ça montre qu'on ne fait pas ces choses-là pour les faire, ni pour le show, mais parce qu'il y a des résultats qu'on attend en fin de compte. D'où cette transformation digitale de tout le pays et que forcément beaucoup de pays aujourd'hui souhaitent et espèrent réaliser. Maintenant, effectivement, par rapport à la transformation digitale et le secteur des télécoms, pour beaucoup de personnes, les télécoms, c'est un secteur purement digital. Et donc, normalement, c'est un secteur supposé catalyser la transformation digitale des autres industries. Sauf que on entend de plus en plus parler de la transformation digitale dans les télécommunications. Ça veut dire quoi, en fait, la transformation digitale dans les télécoms? Très bien. Donc ça, c'est un sujet d'actualité dans les télécommunications et on l'entend très souvent, la transformation digitale dans les télécommunications. Et pour dresser un petit peu une image où on peut avoir deux contextes différents par rapport à un opérateur télécom, il y a une transformation digitale qui s'opère en interne, où l'opérateur télécom il regarde un petit peu ses services en connaissant un petit peu toute la complexité des systèmes d'information des opérateurs télécoms et il commence un petit peu à aligner, à simplifier son architecture et il donne le pilotage de ces systèmes d'information entre les mains des gens du métier. Je donne un exemple qui est très simple, que beaucoup de gens vont comprendre. C'est pour lancer un nouveau, par exemple, package. Par exemple, un package qui contient une heure de communication, 1 giga de données et un nombre d'SMS et pourquoi pas un pass social media. C'est-à-dire le fait de combiner un petit peu les différents services d'un opérateur télécom. Cette opération dans le temps, il se référait à un process qui s'appelle Product Lifecycle Management, c'est-à-dire comment on gère ces produits et comment on positionne ces produits pour créer une valeur ajoutée. Et ce processus, par définition, dans le temps, de l'idée du package vers sa mise en place et la commercialisation de ce package, ça prenait pratiquement 15 à 25 semaines. La transformation digitale au niveau d'un opérateur télécom, son objectif pour ce processus bien spécifiquement par exemple, c'est de réduire cette 4, 15 ou 25 semaines à quelques jours, voire quelques heures. Et une transformation digitale vue de l'interne, c'est un petit peu ça. Ça, c'est une étape. La prochaine étape, quand on parle d'une digital transformation, c'est-à-dire son package demain, ça sera comme une pizza qu'on commande chez une pizzeria. On peut demander la moitié d'une pizza avec, je sais pas, de la viande et l'autre moitié avec, et c'est le client qui le fait. Et ça, par exemple, c'est un des projets phares sur lesquels on a travaillé, c'est donner à l'utilisateur final via une application mobile la possibilité justement de faire le package qui lui convient. Et on se plaint toujours, il y a toujours des gens qui vont te dire 1 heure c'est trop pour moi. Ou il y aura des gens qui vont te dire 1 heure c'est rien, j'aimerais avoir un forfait 10 heures. Et ça dépend de l'utilisation de chacun. Et ça c'est juste un exemple. Mais grosso modo, qui dit digital dit plus de réactivité, être plus à l'écoute de ses clients et tout ce qui vient après, il doit être hyper agile, hyper flexible pour donner ce service. Il ne faut pas dire à quelqu'un qui utilise une application mobile qu'il faut attendre 15 semaines, 25 semaines pour avoir ton package. Ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. Bien sûr, j'ai pris un exemple, mais il y a d'autres exemples qui sont un petit peu dans la 5G. Peut-être qu'on ira plus en détail dans ce domaine, où la 5G vient par exemple pour donner des offres qui n'ont jamais existé dans le marché, comme ce qu'on appelle le network slicing, ou avoir un petit bout de réseau avec des conditions pour une durée très spécifique. Il y a des gens qui veulent même pas avoir un contrat avec un opérateur télécom. Quelqu'un, par exemple, qui conduit une voiture intelligente et il veut utiliser une bande passante seulement quand il conduit. Et il veut même pas avoir à faire face à un opérateur télécom. Ça, c'est un petit peu des choses que les opérateurs télécoms arrivent à offrir aujourd'hui grâce à la transformation digitale en interne. Il y a un autre côté, et qui est d'actualité aussi, qui est la transformation digitale des télécommunications en se basant sur le rôle d'enabler ou de catalyseur de l'opérateur télécom. Et ça, on voit un petit peu l'image qui devient plus grande
où l'opérateur télécom il doit donner une réponse, par exemple, à la fintech. Et ça, c'est un sujet d'actualité en Arabie Saoudite. Récemment, SCC, ils ont lancé des produits qui vont couvrir, par exemple, la partie du paiement, la transformation digitale dans le paiement et dans le fintech en général. Ils ont lancé STC Pay, par exemple. Il y a, par exemple, STC Solutions pour un petit peu se positionner dans des solutions spécifiques pour des segments d'activité. Et puis, il y a IoT Square et d'autres compagnies. Et ça, c'est un petit peu la réponse d'un opérateur qui essaie de se positionner en utilisant un petit peu sa position horizontale en termes de capacité de mettre en place des plateformes qui vont changer un petit peu des industries. Et il lance des produits ou des sociétés qui vont adresser une transformation digitale par rapport à un secteur. Et pour ce sujet, il englobe beaucoup d'industries, là, côté santé, côté logistique, côté régulation et beaucoup de choses qui font partie un petit peu de la réponse stratégique des opérateurs télécoms par rapport à leur écosystème. Donc, en gros, les télécoms, bien que ça se base sur la technologie, c'est comme tout autre secteur. Donc, ça ne manque pas de transformation digitale en interne pour automatiser et optimiser des processus et également externe pour garantir aux clients une expérience digitale et également personnalisable. Et justement, dans ce sens, comme tu as évoqué un des exemples par rapport à la 5G, j'aimerais bien savoir c'est quoi la particularité de cette technologie. Au fait, à chaque fois, on a une nouvelle génération, commençant par la 2G, 3G, 4G, etc. Et à chaque fois, on nous promet des choses qui sont nouvelles, mais il me semble que cette fois, il y a beaucoup plus d'engouement qu'avant. Qu'est-ce qu'elle apportera de magique à nos vies? Effectivement, tu as bien souligné, Suleiman, que la 5G, on en parle beaucoup et on dit qu'elle va changer beaucoup de choses, elle vient transformer plusieurs domaines, mais toujours dans l'esprit même des gens qui font partie du secteur, 5G, il apparaît comme une continuité des autres G. Il y avait la 2G, 3G, 4G et puis la 5G. On se dit que ça sera une continuité, peut-être avec plus de vitesse, mais c'est juste une version parmi les autres. Réellement, ce qui se passe, il faut savoir que là, on va entrer un petit peu dans l'industrie 4.0 et là, on est parti sur l'industrie X.0, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait des innovations autour de nous, pour tous les aspects qu'on englobe dans le mot smart, smart city, smart transport, smart health, et tout ce qui est smart, qui se basait sur un concept qui est très important et qui n'a jamais été résolu par les autres classes de connectivité. Et ce challenge, pour le présenter un petit peu, c'était un challenge de réponse. C'est-à-dire qu'une voiture, il faut se mettre dans la place de quelqu'un qui va vivre dans une ville et qui va donner à des voitures l'autorisation de conduire à 100 km à l'heure et qui seront complètement pilotés par un ordinateur. Donc, il y aura toujours un savoir-faire à l'intérieur de cette voiture, mais cette voiture est toujours connectée justement pour appréhender son environnement. Peut-être je vais donner un exemple qui m'est arrivé, peut-être qui est arrivé à beaucoup de gens. Par exemple, quand on conduit vers une destination dont on ne connaît pas l'emplacement, il y a un truc qui est très pratique qui s'appelle Google Maps. Donc je commence un petit peu à suivre les chemins jusqu'à ce que j'arrive à ma destination. Dans les grandes distances, il n'y a pas de souci, on prend la voie rapide, tu ne vas pas trop virer à droite ou à gauche, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es dans une zone très peuplée, et ça, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens, il y a des instants où tu perds la connexion. Et ce qui se passe dans cette zone, tu es déconnecté et tu peux prendre des décisions que tu vas payer après. Et là, on parle d'un être humain qui est en train de conduire. Bien sûr, Google peut reproposer un autre chemin. Il peut se rattraper du moment qu'on retrouve la connectivité, il n'y a pas de souci. Mais on peut s'imaginer qu'un ordinateur qui perd la connectivité, comment il va se comporter dans son environnement, sachant qu'il prend des décisions par rapport à d'autres conducteurs, par rapport à d'autres obstacles, par rapport à des choses qu'il ne peut pas appréhender. Ça veut dire qu'il y a des cas d'utilisation qui sont très intéressants, qui sont très importants, mais qui sont limités par la connectivité. Il y a un autre cas, par exemple, pour le secteur de la santé.
On peut faire des opérations très complexes avec des robots qui sont pilotés par un chirurgien qui peut être dans un autre emplacement. Ce cas d'utilisation qui est très complexe, mais il faut s'imaginer qu'à un moment donné, la connectivité entre la main du chirurgien et le robot n'est pas fiable. On peut imaginer ce qui se passe. Donc, ça, c'est un petit peu le côté de fiabilité de la connexion ou de sa liaison avec son environnement. Il y a un autre aspect qui est très important, qui est plutôt relié à l'aspect de la population. Et c'est un petit peu le point de différence entre la 4G et la 5G. En termes de bande de diffusion, la 4G, elle avait une limitation des spectrums de diffusion. C'est comme ça, la technologie avait des limitations. La 5G, il propose des fréquences qui sont plus hautes. Ce que ça donne concrètement pour un abonné, pour un utilisateur simple, ça veut dire que quand on sera engorgé dans une population, on ne va pas se marcher sur les pieds. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre ta bande passante. On peut toujours avoir l'espace pour avoir un accès à la connectivité sans impacter mon cas d'utilisation. À titre d'exemple, il y a des reporters, par exemple, dans la Coupe du Monde du Qatar, qui se déplaçaient partout dans plusieurs emplacements. Et on sait par défaut qu'un terrain de foot, c'est des milliers de supporters. Chacun, il est connecté. Et à l'intérieur du même stadium, par exemple, on a un reporter qui doit diffuser une séquence en haute définition. Il est connecté avec de la 5G. Donc, ça relève un petit peu du cas de la réponse de la 5G par rapport aux zones qui sont très peuplées. Et en dernier lieu, la différence de la 5G par rapport aux technologies précédentes, la 5G est par défaut basée sur le cloud. Et qui dit cloud, il dit d'autres possibilités dans l'infrastructure réseau. Et au lieu d'avoir des équipements qui sont purement réseau, on peut sortir des cas d'utilisation qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement classique d'un nœud réseau et qui est par exemple les cas d'utilisation liés à ce qu'on appelle le Open Radio Access Network, le ORAN. Pour schématiser un petit peu ce qui se passe, on peut imaginer que par exemple je dois avoir accès à un serveur par exemple de jeu et je dois avoir des délais de latence qui sont acceptable. Comme ça, je reste connecté un petit peu avec les autres joueurs et on sait que pour avoir une expérience de jouer avec des gens, avec une expérience immersive, là où il n'y a pas de délai entre ce qui se passe chez moi et chez les autres, on a recours parfois à ce qu'on appelle des services qui sont hébergés dans des nœuds réseau. Ça veut dire que pour éliminer un petit peu les latences qui seront dues à un trafic, par exemple, d'un grand réseau, on peut amener le service à être déployé dans la zone géographique la plus proche de moi. Et ça va me donner un petit peu cette expérience et cette réduction phénoménale des temps de réponse par rapport au service que j'utilise. Donc, il y a pratiquement des cas d'utilisation pour chaque industrie, pour chaque domaine d'utilisation. Mais le point commun, c'est qu'il y a une connectivité qui est très fiable, qui a des temps de latence très remarquables et qui peut donner des possibilités qu'on n'a jamais eues par rapport aux autres types de connectivité. En tout cas, moi personnellement, je serais vraiment partant tant que le temps de latence ou de réponse sera plus court et qu'il y aura plus de fiabilité, comme tu as dit, qui permettra d'améliorer beaucoup de services en ligne qu'on utilise aujourd'hui et qu'on utilisera des services qui sont cloud en profitant de ce que va apporter comme avantage la 5G. Mais honnêtement, avec tout ça, je me pose quand même une question et je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se posent cette même question également. La 5G, pour la déployer, je suppose que ça exige des infrastructures qui soient plutôt avancées. Est-ce que ça ne va pas nécessiter le renouvellement de toute l'infra qu'on a aujourd'hui? Et est-ce qu'effectivement, c'est pas vraiment ça la raison qui fait que si on prend le cas du Maroc, par exemple, on sera peut-être en retard par rapport à l'échéance de l'arrivée de ces technologies et qui était d'ailleurs fixée pour cette année 2023. Oui, effectivement, bien sûr, avec tout renouvellement de technologie et de connectivité, il faut toujours prévoir des investissements. C'est une étape obligatoire dans chaque migration vers une nouvelle technologie. Mais quand on ramène un petit peu la discussion sur le fond de la chose, c'est pas ça qui coince. Ce qui coince, c'est le business case derrière cet investissement. Et là, on rentre un petit peu dans une dynamique qui est plus macro
et qui n'est pas limité à l'introduction d'une technologie. Et les questions que se posent toujours les acteurs des télécommunications, c'est que en mettant le pied dans cette géographie, est-ce que ça va générer de l'argent, oui ou non? Ce qui se passe ici, par exemple, dans des zones géographiques comme la GCC, par exemple, le Moyen-Orient, où on a des économies qui sont pilotées ou tirées par le gouvernement. Le cas d'utilisation, il est toujours tiré par le gouvernement. C'est le gouvernement qui prend la décision et il met derrière les moyens pour activer ce cas d'utilisation, entre autres tout ce qui est Smart City, tout ce qui est santé intelligente et les autres secteurs. Il n'y a aucun désagrément sur le fait que ça va avancer beaucoup de secteurs, mais la question c'est qui va payer ce cas d'utilisation. Et c'est là où le défi commence. Et j'expliquais tout à l'heure que dans des économies où le gouvernement il a une grande part d'investissement dans les initiatives de la transformation digitale à l'échelle nationale, où on met des moyens derrière, les cas d'utilisation vont suivre. Mais quand on a un petit peu une économie, là où le gouvernement ne prend pas des positions claires et ne met pas en place les moyens, là on a cet aspect d'hésitation où tout le monde se regarde et on attend qui va payer pour cette technologie. Bien sûr, quand on dit technologie, c'est pas que les licences, c'est pas que la partie matérielle, mais c'est aussi le savoir-faire au niveau de notre pays et qui va bénéficier peut-être à la compétition, qui va bénéficier à beaucoup d'acteurs. Donc c'est un petit peu ça le challenge. Et dans des économies où l'État ne prend pas l'initiative de pousser en avant les acteurs de télécommunications, ça sera remis à la conscience de chaque opérateur télécom et à sa capacité à faire son propre business case par rapport à la 5G. D'accord, oui, ça se comprend. Et justement, par rapport au déploiement de la 5G, une question que j'avais reçue était par rapport aux licences de cette technologie. Comment se passe au fait cette acquisition de ces licences, notamment avec le régulateur qui est dans notre cas au Maroc, l'ANRT? Oui, donc en général, le régulateur, c'est lui qui va initier l'appel d'offres des spectrums, c'est-à-dire des fréquences 5G, et qui va un petit peu piloter la mise en place de la 5G au niveau du pays. Après, ça dépend des réponses, ça dépend du type d'appel d'offres. Ça, peut-être, on l'a remarqué sur plusieurs technologies. Il faut savoir que l'entité de régulation essaie au maximum d'éviter ce qu'on appelle la cannibalisation par rapport aux opérateurs télécoms quant aux technologies qu'on amène au pays. C'est-à-dire que l'opérateur télécom qui va prendre la première vague d'investissement, qui va éduquer les gens, qui va faire un effort considérable pour attirer une population et commercialiser la 5G, il doit avoir une durée de monopole justement pour rentabiliser son business case. Et ça relève un petit peu de l'ingénierie de l'appel d'offres que le régulateur doit considérer pour s'assurer que quand l'appel d'offres sera public, il y aura des opérateurs qui vont répondre et l'opérateur qui gagnera par exemple une tranche de la 5G, il peut rentabiliser un petit peu son investissement et ça peut être par exemple une année, 2 années, un peu plus ou un peu moins. C'est un petit peu ça la technique. D'accord, c'est plus clair maintenant. Mais je reviens quand même sur ces fréquences que tu as citées, Mohamed, ces spectrums, parce que on a vu en dernier trimestre de l'année passée, et plus précisément aux États-Unis, des opérateurs aéronautiques tels que Boeing, Airbus et d'autres s'opposaient au déploiement de la 5G avec des craintes relatives à la sécurité qui apparemment peut être entravée par des interférences. Et pas que, parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui s'y opposent au regard de la multiplication qui semble nécessaire des antennes relais et qui vont nécessairement émettre beaucoup plus d'ondes électromagnétiques. Est-ce que ces craintes sont légitimes? Est-ce qu'il ne faut pas avoir, disons, des garde-fous dans ce sens pour qu'il n'y ait pas de conséquences ni sanitaires, ni sécuritaires ou autres? Oui, en effet, ce sujet-là, par exemple, par rapport à la santé, par rapport à ce que ça va faire dans l'écosystème, ça c'est très important et c'est légitime. Et c'est valable pour toute nouvelle technologie, pour toute nouvelle innovation.
Et à chaque fois qu'on évoque ce sujet, par exemple, avec des collègues, j'évoque un exemple qui s'est produit dans l'histoire et que tout le monde connaît, et d'une innovation qui a suscité beaucoup de débats, qui s'appelle le courant alternatif. Dans les débuts du siècle précédent, il y avait un courant continu et le courant continu, il présentait beaucoup de garanties en termes de sécurité parce que c'est quasi impossible de se faire électrocuter par un courant continu. Donc, il ne pose pas de problème en termes de sécurité. Par contre, il a des problèmes énormes quand il s'agit d'approvisionner le courant sur des distances qui sont assez importantes. Donc, il y a une innovation qui vient, qui s'appelle le courant alternatif, bien sûr, qui va répondre à tous les défis que le courant continu ne pouvait pas adresser, mais elle présentait quand même un risque que tout le monde connaît aujourd'hui. Et je me rappelle très bien, il y a une vidéo qui est sur YouTube, il y a une personne qui prend un chien, il met les deux pôles sur un chien, il va l'électrocuter devant tout le monde et il va dire une phrase qui est très légitime. Écoutez, ces gens-là, c'est fou, ils vont mettre en place cette technologie devant les mains de nos enfants. Il y avait une signification très forte, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, ça va bousiller la vie de nos enfants, bien sûr de la population. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne qui peut révoquer la nécessité de l'utilisation du courant alternatif dans notre vie quotidienne. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la 5G, l'intelligence artificielle, l'IoT, toutes ces technologies, c'est des choses qui essaient d'occuper un peu plus d'espace dans notre paysage, dans notre vie quotidienne. Et l'humain, par nature, il doit se poser des questions. Et comme toute technologie, on peut toujours trouver des solutions pour minimiser les risques sur la santé. Et il y a des études, et c'est très légitime d'évoquer des questions dans des nouvelles technologies comme la 5G, comme l'intelligence artificielle, mais il faut toujours souligner qu'une technologie qui a une force inouïe de changer un petit peu des économies, d'avoir des avantages concurrentiels dans plusieurs domaines, il faut la prendre comme elle est et il faut voir que c'est une technologie qui va évoluer dans le temps. S'il y a des risques, c'est très bien de les positionner, c'est très bien de les adresser et la technologie évolue. Mais il ne faut pas se positionner dans le refus de l'innovation justement parce qu'elle présente quelques risques qui sont légitimes à discuter pour en faire des sujets de recherche et d'amélioration de la technologie. Je crois qu'on se partage le même point de vue par rapport à cette conclusion. Effectivement, chaque technologie a ses bienfaits et pourrait avoir, dans certains cas, des effets indésirables, mais qui disparaissent forcément au fur et à mesure que ces technologies évoluent. Je te remercie vraiment, cher Mohamed, pour cet échange qui est vraiment très instructif. Et je fais quand même une exception par rapport à cet échange en particulier. En effet, c'est la première fois dans les podcasts Too Digital to Fail que je ressens une certaine peine quand même. D'une part parce qu'il y avait beaucoup de sujets en liaison avec ce qui a été dit et qui méritent d'être détaillés davantage, mais par contrainte de temps, on ne pouvait pas s'étaler davantage. Mais ça, c'est quelque chose qui est rattrapable puisque on pourrait avoir d'autres rendez-vous d'échange à venir. Et d'autre part, quand tu as parlé de volonté politique et tu as cité l'exemple du budget accordé par l'Arabie Saoudite uniquement à l'intelligence artificielle et qui est, je rappelle, de 35 milliards de dollars en 14 ans, si je ne me trompe pas. J'ai fait le calcul quand même. C'est 2 milliards et demi de dollars par année. Là, très sincèrement, quand je fais la comparaison, je vois que juste sur un volet qui est l'IA, son budget en Arabie Saoudite est 25 fois plus que le budget total de ce qu'on a appelé au PLF 2023 le développement digital du Maroc. Ça, c'est un détail qui ne passe pas inaperçu. Ça questionne vraiment les volontés politiques dont tu as parlé lors de cet échange et ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce qu'il faut quand même prendre au sérieux ce sujet de transformation digitale de la société, des services, disons, publics. Ce n'est pas un luxe comme pourraient croire certains. Et personnellement, je ne vois pas de développement de pays si on ne mise pas sur ça. Donc j'espère, et c'est un espoir profond, j'espère que ça va changer. Parce que comme tu l'as cité d'ailleurs tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet aussi d'évaluer la performance qu'on fait en tant qu'État, en termes de gouvernement, de maturité digitale
des sociétés, d'évolution des métiers, d'accès aux opportunités, de transparence, d'égalité, d'évolution de mentalité également, etc., etc. Donc il y a plusieurs avantages et en même temps, il y a une concurrence, disons, interpays qui est très accrue et si on rate le train, ben, le gap va être beaucoup, beaucoup plus grand. En tout cas, je te remercie énormément, cher Mohamed, pour ce partage et je remercie toutes les auditrices et les auditeurs qui auraient écouté ce podcast jusqu'à la fin en leur donnant rendez-vous avec un autre invité, peut-être pour un autre sujet, mais toujours autour du digital. Merci encore une fois. Merci, Souleymane.